Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Des membres de l'Association européenne de libre-échange seront en déplacement à Monaco ces prochains jours. Quel est le but de cette visite et quels sont les axes sur lesquels la principauté veut mettre l'accent? La réponse dans ce journal avec Isabelle Béraud-Amadei. Mars bleu est le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal. L'opération vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l'importance du dépistage. Focus sur le dispositif mis en place à Monaco dans quelques instants. Et puis on vous parlera de sport avec ce match important d'Euroleague qui attend demain à 21 h les Monégasques face au Panathinaikos. On continuera également nos portraits de ces femmes monégasques qui s'illustrent dans leur sport à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Et pour finir, nous recevrons sur Monaco Info le comédien Guillaume de Tonquédec. Il est à l'affiche de la pièce Times Square au Théâtre Princesse Grace. Deux représentations sont prévues ce soir et demain. Je vous le disais en titre, il est question dans ce journal de la visite du groupe AELE en Principauté. Une visite qui débutera demain et qui se poursuivra jusqu'au vendredi 10 mars. Avant d'en parler avec notre invitée, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, nous faisons un point avec vous, Sandrine, afin d'en savoir plus sur cette association européenne de libre-échange. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le groupe de travail du Conseil de l'Union européenne sur cette association est l'un des 150 groupes de travail du Conseil de l'UE. Qui compose ce groupe AELE? Eh bien, ce sont des diplomates représentant les 27 États membres de l'Union européenne. Il y a aussi un représentant du Conseil de l'Union européenne, un représentant de la Commission et deux représentants du Service européen d'action extérieure de l'UE en visite à Monaco. Quel est son rôle? Ce groupe prépare les travaux et les décisions soumis à l'approbation du Conseil. Ce groupe de travail a la charge du suivi des négociations de l'accord d'association entre Monaco et l'Union européenne. Il assure aussi, à titre d'exemple, le suivi des relations bilatérales avec Andorre, Saint-Marin, la Norvège ou encore la Suisse. Autre information essentielle, Julia, il est bien sûr important que le groupe AELE ait pleinement conscience des spécificités de Monaco. Enfin, quel est son positionnement? Eh bien, très concrètement, le groupe AELE a recommandé au Conseil d'adopter un mandat de négociation pour la conclusion d'un accord d'association avec Monaco. Merci beaucoup à vous Sandrine pour toutes ces explications autour de l'Association européenne de libre-échange. Et pour aller plus loin dans ce journal à propos de l'AELE et de cette visite en Principauté, nous retrouvons tout de suite Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur notre antenne. On vient de l'entendre dans une chronique de Sandrine Lect, ce que signifiait concrètement l'Association européenne de libre-échange. De votre côté, qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Vous savez, Monaco est un pays dont les spécificités sont parfois difficiles à appréhender sans s'en rendre compte sur place. Donc nous avons pensé qu'il était important d'inviter le groupe de travail de l'Association européenne du libre-échange à venir à Monaco pour découvrir quelles sont les réalités monégasques. Finalement, comment cette visite intervient dans le processus de négociation avec l'Union européenne qui est toujours en cours? Alors ce sont des visites qui sont, j'allais dire, assez régulières puisque ce groupe de travail est déjà venu en Principauté en 2013, en 2018. Et tout naturellement cette année, puisque vous le savez, les négociations se sont accélérées, d'où l'importance d'accueillir les membres, donc les diplomates des 27 États membres qui constituent donc le groupe de travail de l'AELE, important pour nous permettre de défendre les spécificités de la Principauté et faire mieux connaître ce que nous sommes et ce que nous souhaitons voir préserver dans le cadre de l'accord d'association. 3 journées dans lesquelles vous allez échanger et dans lesquelles aussi les membres vont visiter Monaco. Est-ce qu'il y a des choses précisément sur lesquelles vous souhaiteriez mettre l'accent autour de ces discussions? Alors comme je vous le disais, l'accent c'est vraiment sur les réalités monégasques. Donc nous allons proposer aux membres de ce groupe une petite visite de la Principauté en bus
notamment pour constater ce qui s'y passe. Le matin, par exemple, lorsque plus de 50 000 salariés viennent en principauté. Et puis, nous avons organisé également des visites, des rencontres avec les hautes autorités de la principauté. Le prince nous fait l'honneur de recevoir le groupe au palais. Ils pourront s'entretenir avec les conseillers de gouvernement qui feront des présentations sur les politiques qui sont mises en place au sein des différents départements de la principauté. Ils s'entretiendront également avec des membres du Conseil national, avec Frédéric Ginta pour présenter la politique d'attractivité de la principauté, avec des représentants du MEB, de la MAF, et également ils iront à la rencontre d'entreprises de la principauté. Et je crois que ce programme, qui est tout de même assez chargé, nous permettra de mettre en avant ce que nous sommes. Un programme chargé, vous me faites la transition parfaite pour ma prochaine et dernière question concernant votre programme. Justement, demain sera la journée mondiale des droits des femmes, le 8 mars. Vous êtes présidente du comité. Comment vous allez réussir à articuler votre journée entre cette visite et cette journée qui est très importante? Alors effectivement, ça sera aussi pour moi un programme très chargé. Je vais essayer d'honorer tous les rendez-vous du mieux que je peux. Ce sera le 8 mars. C'est une journée qui permet de réfléchir un petit peu où nous en sommes dans la protection du droit des femmes. Donc des commémorations seront organisées demain après-midi en présence du prince souverain, de la princesse Charlène et des enfants princiers, je crois, puisque cette année, nous avons souhaité associer la jeunesse à cette commémoration du 8 mars, parce que nous pensons que c'est dès l'école qu'il faut sensibiliser les jeunes à l'égalité, à une culture de l'égalité, à une culture de la non-discrimination. Donc voilà, je serai présente demain également aux commémorations autour du 8 mars. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Demain, nous recevrons d'ailleurs dans ce journal Céline Cota-Lorda, qui est en charge de la politique autour des droits des femmes, pour aborder les différentes manifestations qui auront eu lieu à Monaco en ce 8 mars. Nous vous dévoilons à présent quelques informations concernant l'évolution du chantier du nouveau complexe du Café de Paris. Alors que la livraison de cet ensemble était annoncée initialement pour juillet prochain pour une durée totale de travaux de 16 mois, ce délai se voit être rallongé en raison notamment des difficultés d'approvisionnement liées au contexte international. L'ouverture de la brasserie Café de Paris est donc reportée à la fin du mois d'octobre et celle du restaurant Amazonico à une date ultérieure. Avez-vous déjà entendu parler de Mars Bleu? Il s'agit de la campagne qui vise à mettre en lumière le dépistage du cancer du côlon qui touche, c'est vrai, des milliers de personnes chaque année. Et elle vient justement de débuter en principauté. Le reportage de Christina Thomel et d'Olivier Bonello. Un dépistage fondamental car le cancer du côlon est un cancer extrêmement fréquent et pourtant souvent méconnu. Après le cancer des poumons et le cancer de la prostate, il arrive en 3e position chez l'homme et en 2e position chez la femme après le cancer du sein. Plus de 40 000 nouveaux cas en France par an chaque année. Et malheureusement parfois déjà à un stade avancé avec des métastases, des ganglions. Et plus on le prend tôt, plus on le dépiste tôt, mieux c'est naturellement. Le dépistage est donc essentiel car ce cancer est doublement évitable. D'abord en maintenant des règles hygiéno-diététiques qui consistent à limiter le tabac, l'alcool et la consommation de viande rouge, tout en favorisant les légumes et les fruits, ainsi que l'activité physique. Et ensuite par le dépistage, un dépistage simple que vous pouvez effectuer de chez vous. Il faut savoir que depuis plusieurs années, on dispose d'un test extrêmement performant, un test de nouvelle génération, parce que certains ont encore en tête ces anciens tests qu'on appelait les hémocules, qui se faisaient sur 3 jours avec plusieurs prélèvements. Nous avons actuellement un test qui peut se faire en une seule fois, dans l'intimité de son domicile. Il est facile à réaliser, non contraignant, vous le faites quand vous voulez, et il est surtout extrêmement fiable.
Pour ce faire, il suffit de récupérer un test au centre de dépistage du CHPG ou auprès de la médecine du travail ou encore de votre médecin traitant et une fois effectué, de l'envoyer tout simplement par la poste. Mais en cas de suspicion, une coloscopie est alors effectuée, mais elle reste un examen qui inquiète et rebute de nombreuses personnes. Il s'agit pourtant d'un examen indolore d'une vingtaine de minutes et durant lequel le patient est endormi. Jusqu'à maintenant, c'était des endoscopes et l'œil expert des endoscopistes qui, au fil de nombreuses années, on acquiert l'expérience de reconnaître les polypes. Là, actuellement, on a un développement avec de l'intelligence artificielle. C'est très à la mode actuellement, mais c'est déjà au point. L'intelligence artificielle qui permet, en temps réel, de repérer cachés derrière des plis, des polypes. Et les dernières études montrent que même pour des experts, qui ont des milliers d'endoscopies derrière soi, cet appareil permet de détecter 5% au moins de polypes qui sont passés inaperçus, même à des yeux d'experts. Donc cet appareil que nous disposons à Monaco permet de détecter un plus grand nombre de polypes et donc de prévenir davantage le cancer colorectal. À partir de 50 ans, le dépistage reste donc fondamental pour les personnes sans antécédents médicaux et une coloscopie est fortement recommandée pour les personnes à risque ayant des antécédents familiaux. Du sport pour poursuivre ce journal avec du basket alors que nous approchons de la fin de la saison régulière d'Euroleague. 5e au classement, les Monégasques vont jouer 2 matchs européens cette semaine. Le premier sera face au Panathinaikos, l'occasion de retrouver 2 anciens Roca Boys à Gaston Médecin. Présentation de la rencontre par Yannick Debever et Alexandra Marangoni. Un défenseur acharné et un attaquant hors pair. Paris Lee et Dwayne Bacon sont 2 joueurs emblématiques de la saison passée de la Roca Team. Ils sont à nouveau coéquipiers cette saison sous le maillot vert du Panathinaikos Athènes, le prochain adversaire de Monaco en Euroleague. We went to battle with those guys last year. They're wearing new jerseys this year, so during the game we won't be friends, but after the game we're all buddies. But definitely key players, both of them. Paris has been having a great year, so is Dwayne, and I think both of their numbers are up from last year from what I've seen a post. So yeah, it's going to be a good one, a tough one. C'est une semaine à 2 matchs européens pour la Roca Team. 2 rencontres bien différentes avec 2 adversaires aux formes opposées. Avant de se déplacer à Vitoria, une des meilleures équipes à domicile cette saison, Monaco doit d'abord défendre son terrain face à un Panathinaikos 16e et pire équipe de la Ligue à l'extérieur. We can't sleep on Panathinaikos because of their current situation. And Basconia, we know they're a good team. I've never played there, so this will be my first experience. So I've heard it's a tough place to play. So, I'm looking forward to it. But yeah, we try to prepare the same way, same mentally, so there's no miscommunications. Après 2 victoires consécutives la semaine dernière, la Roca Team veut enchaîner pour garder son momentum dans la course aux playoffs. Malgré quelques tensions dans le groupe ces dernières semaines, toutes apaisées ce mardi matin, tous les Monégasques avancent dans la même direction. We are there where we're supposed to be with, all the guys ready, okay, with the rotations and the productivity from different ones. We have, from game to game, different guys, which is good. We're just trying to stay ahead of the game, stay together, ups and downs, and just try to stay focused and have the common goal at the end. En 3 confrontations, Monaco est invaincu face au Panathinaikos. Objectif 4 à la suite ce mercredi à Gaston Médecin pour continuer de regarder vers le haut du classement. Cette rencontre sera d'ailleurs à suivre en direct sur Monaco Info, coup d'envoi à 21h. Suite de notre série de portraits consacrés aux femmes qui portent haut les couleurs de Monaco à l'international dans le monde du sport. Focus aujourd'hui sur Lisa Cossin-Battaglia. La jet skieuse a réussi à se faire une belle place dans un milieu d'hommes. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est l'une des rares disciplines où les femmes sont en confrontation directe avec les hommes sur une même série. Elles sont une 50aine dans le monde à pratiquer le jet ski à bras au plus haut niveau. Et parmi elles, une monégasque, Lisa Cossin-Battaglia.
Elle découvre ce sport en 2011 grâce à un stage proposé dans le cadre du Passeport Culture et en tombe amoureuse. J'ai toujours bougé, j'ai toujours aimé faire du sport comme ça en loisir, mais j'ai jamais fait du sport en club, j'ai jamais eu un entraînement assidu, voilà. Donc moi j'étais plutôt dans le domaine philosophie, art, théâtre, musique, bon. Et voilà, quand j'ai vu ce team, je me suis dit j'ai envie d'être dans ce team. Voilà, en plus, il y avait déjà une femme qui était dedans, donc ça m'a beaucoup inspirée. Lisa intègre le team compétition mené par l'entraîneur Michel Thor et se consacre entièrement à la discipline après avoir validé un Master 2 en philosophie et une licence STAPS en entraînement sportif. Le binôme avec son coach de toujours fonctionne parfaitement et son investissement sans faille lui permet de devenir 2 fois vice-championne de la Coupe du Monde, les World Series, dont une fois chez les hommes. Malgré ses performances de très haut niveau, certains clichés existent et il est compliqué de se faire respecter quand on est une femme dans ce milieu mécanique pratiqué majoritairement par des hommes. Dès le début, on nous avait mis un peu, j'allais dire, dans le bain, en nous disant bon, les femmes ici ne sont pas acceptées, elles sont tolérées. Donc c'est des petites phrases comme ça, bon, on les entend, on essaie de les mettre de côté, mais elles y sont. C'est un vrai sport et c'est vrai quand on est une femme, qu'on fait ces disciplines sportives, on n'est pas forcément prise au sérieux. Et c'est vraiment regrettable parce que en fait, les sacrifices sont exactement les mêmes, voire parfois même plus parce que justement on lutte contre ces préjugés et c'est épuisant en fait. Pour se faire respecter, c'est très difficile, même sur une ligne de départ avec des hommes, moi j'entends souvent, c'est une femme, elle va avoir peur, donc t'inquiète, à la bouée tu la serres, elle va lâcher. Quand on entend ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dégommer la personne au bout de la ligne droite. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça pourrait avoir un impact aussi sur notre pilotage. C'est dommage. Mais on se bat, on est là. Tout autre chose à présent, comme souvent dans ce journal, nous vous communiquons les chiffres relatifs à la Covid-19. Ils concernent la période du 27 février au 5 mars et dévoilent que 570 tests PCR et antigéniques ont été réalisés en principauté. Le taux d'incidence est lui toujours en perpétuelle baisse. Il est actuellement de 15 contre 18 la semaine précédente. Le célèbre comédien Guillaume de Tonquédec fait une magnifique carrière au cinéma, mais il ne néglige pas pour autant le théâtre. Après le triomphe de La Garçonnière, l'acteur est en tournée avec la pièce Times Square, une comédie émouvante que vous allez pouvoir découvrir ce soir et demain au théâtre Princesse Grâce. Bonsoir à vous, Guillaume de Tonquédec. Bonsoir Julia. Vous êtes donc à l'affiche de Times Square où vous jouez un professeur d'art dramatique, un peu has-been il faut le dire, mais qui va reprendre goût au métier peu à peu. Racontez-nous. En fait, c'est une pièce, quand elle commence, je joue un acteur qui a eu son heure de gloire, qui a été très connu et qui, depuis une quinzaine d'années, accepte des choses plus commerciales. Enfin, il a un peu perdu son âme et il perd foi, il perd goût en son métier, il se met à boire. Et un soir, on est obligé de baisser le rideau tellement il a bu. Donc, quand la pièce commence, ça fait 3 ans qu'il joue plus. Il est au fond, il est au bout de sa vie, comme on dit maintenant. Et heureusement, il a un frère aîné qui est joué par Marc Fayet dans la pièce, qui veille sur lui et qui va lui mettre entre les pattes une jeune comédienne qui débute, qui doit préparer une audition pour Juliette dans Roméo et Juliette. Et il va payer secrètement les cours de cette jeune fille et son frère. Et ça va redonner goût à l'existence et puis à son métier, à mon personnage. Et puis parallèlement, il est tombé en amitié avec un petit personnage qui se déguise qui met les têtes des personnages de Disney sur Times Square, d'où le titre de la pièce, pour faire la manche auprès des touristes. Donc c'est une pièce très tendre, mais très très drôle aussi. Vous allez donc vous produire ce soir et demain au théâtre Princesse Grâce. Quel regard vous portez sur cet écrin ? Moi, j'ai une affection particulière pour ce théâtre parce que j'y ai joué plusieurs fois. Puis il y a une émotion particulière parce que c'est la Princesse Grâce que tout le monde connaît, et notamment les comédiens, parce qu'avant d'être la femme du prince, elle a été aussi une immense comédienne. Donc j'ai toujours quelque chose d'un peu particulier quand je viens là parce que je pense que son fantôme bienveillant est toujours là. Alors si vous faites une grande partie de votre carrière au cinéma, c'est vrai, vous n'avez pourtant jamais négligé le théâtre. Est-ce qu'on peut le dire, c'est votre premier amour, Guillaume ? Oui, c'est revenir à la maison, le théâtre. Hein. C'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est l'école de l'exigence. C'est-à-dire que le public, quand vous êtes face à une caméra, il n'existe pas. Quand vous êtes face à un public dans une salle de théâtre,
Il a payé pour que vous lui procuriez des émotions, pour que vous le fassiez rire. Et on lui doit quelque chose. Ça confère une grande responsabilité aux comédiens qui jouent. Et j'aime bien ça. Ça rappelle aussi la popularité qu'on peut avoir. On peut mesurer sa popularité en tournée, hein, si les salles sont pleines ou vides. Et là, pour le moment, on a de la chance, elles sont pleines. Au niveau de votre actualité, elle est très riche. On peut vous voir chaque lundi aux côtés de Kev Adams dans la toute nouvelle série à venir diffusée sur TF1. Vous interprétez le Dr Sax, le psychiatre d'Eliott. Votre personnage va d'ailleurs évoluer au fil des épisodes, je crois. Oui, parce qu'au départ, c'est ça qui m'a séduit en fait dans l'écriture, c'est que le personnage est un bon pédopsychiatre. Il essaie de faire au mieux pour cet enfant, comme pour tous les enfants qui suivent. Il est lui-même papa, il a une fille, donc il a cette fibre paternelle comme ça. Mais quand il va s'apercevoir qu'il peut modifier peut-être son passé et donc s'enrichir, il va devenir dingue. Comment une telle nouvelle résonne sur un être humain. Il va devenir fou et il va essayer de s'enrichir. Et donc, il va dire vraiment machiavélique et assez atroce. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé. Vous êtes aussi, Guillaume, à l'affiche du film sorti le mois dernier, Arrête tes mensonges, qui aborde le sujet sensible de l'omerta qui régnait il y a encore quelques années autour de l'homosexualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je joue l'histoire vraie qui est arrivée à l'auteur du livre Arrête avec tes mensonges, qui est Philippe Besson. Et Philippe Besson raconte comment, à 17 ans, il est tombé fou amoureux d'un de ses copains de lycée, mais que ce copain n'assumait pas son homosexualité, que donc il a disparu, corps et bien. Et des années après, Philippe Besson est tombé sur le fils de son amour de jeunesse. Et donc le film, c'est le dialogue entre cet écrivain qui a passé 50 ans, qui a accompli déjà une partie de sa vie et de sa carrière, et ce jeune homme qui commence sa vie et qui lui dit « Mais racontez-moi qui était mon père ?» parce qu'il ne m'a jamais rien dit. C'est un film bouleversant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité qui ont été bouleversés par le film. Et j'ai des témoignages tous les jours très très touchants à propos de ce film que j'adore. Pour finir, c'est vrai, on l'a vu, votre actualité est très riche, mais est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns? Alors je ne sais pas encore, je joue en tournée jusqu'au 11 mai, cette pièce un peu partout en France. On va à Marseille d'ailleurs après, et puis à Lyon là, dans les prochains jours, jeudi et samedi. Mais je ne sais pas encore. Peut-être des projets plus personnels. Je vais peut-être enfin avoir le courage de passer à l'écriture. Voilà, j'aimerais bien parler de choses peut-être plus personnelles ou m'engager davantage parce que quand on est interprète, on n'est jamais que l'interprète de l'écriture de quelqu'un d'autre. Et là, j'aimerais bien peut-être être l'interprète de ma propre écriture. Donc c'est un scoop spécialement pour vous et peut-être que je vais enfin m'y mettre. Voilà. Mille merci à vous, Guillaume de Tonquédec, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Et on referme ce journal avec une rencontre avec l'historien Georges Vigarello. Elle a été organisée hier soir au Théâtre des Variétés dans le cadre de la saison de conférences de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Plus de détails avec Frédéric Elion sur des images de Julien Laugier. Regardez. C'est un outil de travail pour les mannequins et les sportifs de haut niveau. Le corps humain est surtout un immense révélateur des relations entre les gens et des fonctionnements sociaux. Dans le cadre de la saison des conférences 2023 de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, une rencontre avec l'historien Georges Vigarello était proposée lundi soir au Théâtre des Variétés. Le thème, le corps et ses cultures, les surprises d'un parcours. Il y a une triple intention. La première, c'est d'essayer de raconter comment j'ai rencontré les questions du corps. La deuxième, c'est d'essayer de donner des exemples en quoi ces questions du corps ont en fait plus d'importance qu'on ne le pense, non pas tellement parce que le corps c'est au fond un lieu de plaisir ou de souffrance, etc., mais parce que je pense que le corps, quand on le travaille avec attention, quand on observe la façon dont se déroulent les comportements, etc., c'est un immense révélateur. Avec comme question centrale, comment ces diverses données ont évolué avec le temps. Du coup, c'est la troisième question à laquelle je tiens beaucoup et qui est la suivante. Je pense que le corps montre qu'il y a une triple dynamique qui a traversé la temporalité des sociétés occidentales. C'est qu'en fait, le corps montre comment, insensiblement, les individus se sont affranchis. Ils sont affranchis de certaines contraintes, ils ont pu se libérer de certaines oppressions, ils se sont sentis plus libres, ils ont abandonné des données qui, plus ou moins, les oppressaient. Le corps montre aussi à quel point l'être humain s'est singularisé. C'est une façon de s'affirmer comme individu. On y fait beaucoup plus attention. Le rapport que l'on a avec le corps humain a aussi immensément changé au fil du temps. Et un point comme chaque soir sur la météo qui vous attend pour la journée de demain. Bonsoir à vous, Christine Datomel.
Bonsoir Julia. Mercredi, quelques passages nuageux sont prévus, même si la journée sera en grande partie ensoleillée. Et puis du côté du thermomètre, les températures seront estivales. 19 degrés pour les températures les plus hautes et 8 degrés pour les températures les plus basses. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 18h28. Demain, nous fêterons les gens. Nous refermons ce journal en images avec des clichés signés Stéphane Dana et Frédéric Nébinger. Ils ont pu tous les deux assister à l'élaboration de l'œuvre réalisée par des élèves de la Principauté aux côtés de l'artiste Mr. Wanties. Un projet créé dans le cadre de la Journée des droits des femmes. L'occasion, c'est vrai, de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge sur l'égalité hommes-femmes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain sur Monaco Info. Passez une très belle soirée.